Il y a une alternative à l'opposition entre deux blocs qui seraient d'un côté le néolibéralisme, de l'autre l'extrême droite ou le fascisme. On est pris dans cette tenaille et moi ce que j'essaie d'expliquer dans tous mes travaux, c'est qu'il peut y avoir une troisième voie qui n'est ni le néolibéralisme, ni le fascisme, et qui s'appelle la démocratie. Et ce que je pense profondément, c'est que la Révolution française n'est pas terminée, et qu'elle reprend de manière épisodique en 1830, en 1848, en 1871, en 1936, avec la sortie de la Seconde Guerre mondiale. On a comme ça des reprises du processus révolutionnaire, et je pense qu'aujourd'hui, il y a des secousses comme ça, des répliques qu'il faut prendre extrêmement au sérieux. On a un régime électif qui est complètement en crise, et pour une raison très profonde, qui est que les élus, qui sont censés être exceptionnellement sages, exceptionnellement compétents, exceptionnellement vertueux, se révèlent exceptionnellement incompétents, exceptionnellement malhonnêtes. Je le rappelle, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, part en prison, et finalement ne jouent pas leur rôle d'être exceptionnels, qui pourraient s'excepter du peuple pour gouverner le peuple. On a des Versaillais au pouvoir. On a des gens qui sont pour le retour du roi et de la monarchie. Emmanuel Macron avait dit « il manque un roi à la France », juste avant d'être élu. Et quand il utilise les symboles de la Révolution française, c'est du symbole royaux qu'il utilise. C'est-à-dire, il fait des banquets à Versailles, où il invite les têtes couronnées d'Europe, et où il se positionne lui-même en monarque. Le bloc bourgeois et l'extrême centre sont beaucoup plus puissants que nous. Ils ont avec eux l'armée, ils ont avec eux donc les armes, la violence, dite légitime de l'État. Mais par contre, ils n'ont plus avec eux le nombre. Ça, c'est nouveau. Par les librairies, par les médias alternatifs, par les réseaux sociaux. Moi, je suis très active sur Twitter, X. Voilà, il y a des moyens de médiatisation alternatifs aux grandes chaînes de radio, de télé et aux grands journaux et aux grands magazines. Le traité constitutionnel européen, qui visait à constitutionnaliser le néolibéralisme dans le marbre de la Constitution européenne et qui a été rejeté massivement en France, avec un non de 55% extrêmement tonitruant. Donc, c'est le début de la crise du néolibéralisme. Et déjà un premier passage en force par-dessus le résultat des urnes. Oui, bien sûr, avec Nicolas Sarkozy qui fait passer par les traités ce qui avait été refusé par le référendum. Donc, on a donc grande trahison de Nicolas Sarkozy. Je le rappelle, à l'heure où ce monsieur nous est envoyé en prison, je rappelle qu'en plus d'être un malfaiteur, c'est un traître. Bonjour à tous, très heureuse de poursuivre en cet automne 2025 le partenariat régulier entre QG, notre média en ligne basé à Paris, et le Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Tous mes remerciements vont bien sûr à Karim Bagné-Clef, le directeur du labo, et à toute son équipe, dont le dévouement, la fidélité et la confiance nous honorent au fil du temps. Aujourd'hui, pour achever cette semaine de partenariat par un troisième entretien, j'ai le très grand plaisir d'accueillir à Montréal Barbara Stiegler. Bonjour. Bonjour. Barbara Stiegler est philosophe, professeure à l'Université de Bordeaux, spécialiste de Nietzsche et de la pensée néolibérale, entre autres. Auteur de nombreux essais très lus et influents en France et bien au-delà, parmi lesquels Il faut s'adapter, publié en NRF Gallimard, De la démocratie en pandémie, Nietzsche et la vie, ou encore Démocratie manifeste, coécrit avec Christophe Pébart. Barbara est aussi devenue en France une grande figure des luttes
notamment depuis le soulèvement des Gilets jaunes, depuis la pandémie de Covid et bien sûr la réforme des retraites. Merci Barbara d'avoir répondu présente à l'invitation de QG de l'autre côté de l'Atlantique en dépit d'un emploi du temps bien occupé par l'écriture de 3 nouveaux livres. Voilà, donc nous avons choisi d'intituler cet entretien « Il y a toujours une alternative en politique », par opposition bien sûr au célèbre mantra de Margaret Thatcher, qui a organisé toute la politique libérale depuis les années 80. Pourquoi ce choix ? Parce que dans un moment de l'histoire particulièrement décourageant, alors que les forces de la réaction identitaire progressent presque partout dans le monde, Barbara Stiegler est un des rares penseurs politiques aujourd'hui en France et au-delà à porter l'idée que tout est encore possible, même le meilleur. Que chaque victoire du peuple compte. Un recul du gouvernement, le blocage d'un parking de CHU, une assemblée générale réussie. Chaque victoire compte donc, chaque victoire du peuple lorsqu'il se soulève. Chaque combat peut payer. Rien n'est jamais écrit. Ils sont de moins en moins nombreux à tenir ces discours. Et je suis très heureuse pour toutes ces raisons de recevoir Barbara aujourd'hui sur l'antenne de QG et à Montréal, bien sûr. On va peut-être commencer par un bilan de la situation de nos régimes néolibéraux. Bilan qui n'est pas brillant, on le sait. Chez nous, en France, nous sommes quasiment arrivés à un stade post-électoral, puisque le régime en place ne tient pas compte du résultat des urnes, en l'occurrence des législatives 2024, et que 3 semaines après sa nomination, le Premier ministre n'a toujours pas réussi à nommer un gouvernement. C'est vrai que on se disait ça il y a quelques heures avec Barbara, c'est tout de même inouï que la France se retrouve dans cette situation. Du côté canadien, on retrouve à la tête de l'État un ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, celui qui a succédé à Justin Trudeau. Je pense qu'il est donc permis d'évoquer officiellement un État post-démocratique, en tout cas pas loin. Alors Barbara, je te pose la question, jusqu'à quand cette situation de décomposition du système électif néolibéral pourra continuer avant que le fascisme ne vienne à notre chevet? Merci beaucoup pour cette première question. Alors avant de répondre, je voudrais revenir sur les éléments de présentation que tu as mobilisés et te remercier de cette invitation, bien sûr, et te remercier de la manière dont tu as présenté mon travail, parce que je trouve que c'est vraiment très juste, que j'essaie de dessiner, et c'est le titre que tu as choisi pour notre interview, à savoir, il y a toujours une alternative en politique, le contraire de « There is no alternative » de Margaret Thatcher. Ce que j'essaie effectivement de dessiner, c'est qu'il y a une alternative à l'opposition entre 2 blocs qui seraient d'un côté le néolibéralisme, de l'autre l'extrême droite ou le fascisme. On est pris dans cette tenaille et moi ce que j'essaie d'expliquer dans tous mes travaux, c'est qu'il peut y avoir une 3e voie qui n'est ni le néolibéralisme, ni le fascisme, et qui s'appelle la démocratie. Donc c'est vraiment sur cette alternative-là que j'aimerais vraiment qu'on parle. Le deuxième point, pour aller toujours dans le sens de la présentation que tu as faite, qui consiste, alors comme tu le disais très justement, toutes les victoires comptent, le déblocage réussi d'un parking payant au CHU, une assemblée générale, etc. Pourquoi ? Parce qu'à mes yeux, en France,
il y a un phénomène très très important qui s'appelle la Révolution française, qui est un processus dans lequel le peuple devient acteur, le démos devient acteur de son histoire, et c'est le début d'une expérimentation démocratique. Et ce que je pense profondément, c'est que la Révolution française n'est pas terminée, et qu'elle reprend de manière épisodique en 1830, en 1848, en 1871, en 1936, avec à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. On a comme ça des reprises du processus révolutionnaire, et je pense qu'aujourd'hui, il y a des secousses comme ça, des répliques qu'il faut prendre extrêmement au sérieux. Voilà, ça c'était pour les éléments de présentation, je voulais aller un peu dans ce sens. Et puis sinon, pour répondre à ta question sur la décomposition, oui, on assiste à une double décomposition. Décomposition du néolibéralisme triomphant, décomposition du régime électif qui s'est mis en place il y a 2 siècles. Le néolibéralisme triomphant, il s'est théorisé il y a 1 siècle, autour des années 20 et en particulier des années 30 avec la Grande Dépression et l'idée qu'il fallait inventer un nouveau libéralisme qui passait par un retour de l'État, un État extrêmement fort qui allait imposer la norme du marché de manière artificielle en instaurant un ordre, ordo-libéralisme, hein, comme disent les Allemands, un ordre normatif du marché et du marché mondialisé. Et ça, c'était sur le plan de la théorie. Ça a été purement théorique. C'est devenu des dispositifs de pouvoir dans les années 70-80, à l'époque notamment où l'Union européenne s'est convertie à l'ordolibéralisme, où des gens comme par exemple Valéry Giscard d'Estaing sont arrivés au pouvoir en France, typiquement néolibéral, pour prendre quelques exemples. Donc c'est à partir des années 70 que le néolibéralisme a pris le pouvoir concrètement, pratiquement dans les pays. Et il s'est imposé avec l'ultralibéralisme, qui n'est pas la même chose. Thatcherien, Reaganien, ils ont vraiment dominé, les libéraux ont dominé, les ultralibéraux et les néolibéraux ont dominé notre ère culturelle. Et cela a continué avec les années 80 et 90, où la prétendue gauche de gouvernement, je dis bien prétendue, s'est convertie au néolibéralisme. Donc ça a été les années triomphales du néolibéralisme. 80, 90. Et à partir des années 2000, le néolibéralisme commence à entrer en crise, à la faveur de la crise écologique notamment, qui montre que la mondialisation des marchés nous mène dans le mur, et à la faveur aussi de la crise financière de 2008, notamment. Et là, on commence à assister à un phénomène de décomposition du néolibéralisme qui entre en crise, qui n'arrive plus à fabriquer le consentement des populations. Ce qui était la théorie de Lippmann, hein, il faut fabriquer, manufacturer le consentement à l'échelle industrielle à la mondialisation. L'idée de Lippmann étant que les populations sont rétives à la mondialisation, elles sont en retard, elles sont inadaptées, et il faut les réadapter par des processus éducatifs et culturels, leur faire la pédagogie des réformes en quelque sorte, et réquisitionner toutes les industries culturelles pour adapter les populations. Et ce qui se passe, c'est que ça marche pendant les années 80, 70, 80, 90. Ça fonctionne. Cette manufacture du consentement fonctionne. Et elle se met à ne plus fonctionner dans les années 2000. Exemple, le traité constitutionnel européen qui visait à constitutionnaliser le néolibéralisme dans le marbre de la Constitution européenne et qui a été rejeté massivement en France, avec un non de 55% extrêmement tonitruant. Donc, c'est le début de la crise du néolibéralisme. Et déjà un premier passage en force par-dessus le résultat des urnes. Oui, bien sûr, avec Nicolas Sarkozy qui fait passer par les traités ce qui avait été refusé par le référendum. Donc, on a grande trahison de Nicolas Sarkozy. Je le rappelle, à l'heure où ce monsieur nous est envoyé en prison, je rappelle qu'en plus d'être un malfaiteur, c'est un traître. Donc, on a un grand moment de crise du néolibéralisme qui commence en 2005, 2008 et qui va ne pas cesser d'empirer. Et aujourd'hui, les néolibéraux, pour rester au pouvoir, car ils sont au pouvoir, Emmanuel Macron est par excellence un néolibéral, ils ne peuvent le faire que par la violence, en réprimant les manifestations, en arrêtant les gens de manière arbitraire pour les envoyer en garde à vue. Ils sont obligés de sortir la matraque. Donc, c'est une lente décomposition. Décomposition également du régime électif, qui lui est beaucoup plus ancien. Il ne date pas d'1 siècle, il date de 2 siècles.
Il s'est imposé à la faveur des révolutions atlantiques, la révolution américaine et la révolution française, pour conjurer le risque démocratique. La démocratie s'imposait comme un nouvel ordre du jour en Amérique et en France, et les libéraux voulaient absolument éviter ce risque. Pour cela, ils ont inventé le gouvernement représentatif, c'est-à-dire un régime dans lequel des élus exceptionnels, exceptionnellement compétents, exceptionnellement honnêtes, exceptionnellement vertueux et exceptionnellement sages, nous gouverneraient, nous, populations qui serions incompétentes. C'est la République des élus. C'est le régime électif. C'est dans ce type de régime que nous vivons aujourd'hui. Je suis convaincue que la France n'est pas une démocratie, c'est un régime électif. Ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, par un tour de passe-passe, une sorte d'arnaque, les libéraux se sont mis à appeler ça la démocratie, le fameux régime électif. Or, ce régime électif, il n'est même plus respecté par les libéraux. Par exemple, en France, l'année dernière, une coalition de gauche a gagné les élections. On a refusé qu'elle arrive au pouvoir. Enfin, le pouvoir en place a refusé de lui donner le pouvoir. Donc, on ne respecte même plus le processus électoral. On a un régime électif qui est complètement en crise. Et pour une raison très profonde, qui est que les élus, qui sont censés être exceptionnellement sages, exceptionnellement compétents, exceptionnellement vertueux, se révèlent exceptionnellement incompétents, exceptionnellement malhonnêtes. Je le rappelle, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, part en prison. Et finalement, ne jouent pas leur rôle d'être exceptionnels, qui pourraient s'excepter du peuple pour gouverner le peuple. Donc on a une double décomposition. Décomposition du néolibéralisme, décomposition du régime électif, dit gouvernement représentatif, pseudo-démocratie. Ta question, c'est combien de temps ça va durer? Ma réponse, elle va être décevante, j'en suis désolée, c'est que j'en ai aucune idée. C'est-à-dire que c'est deux planches pourries qui travaillent, la poutre travaille, le pourrissement ne cesse d'avancer. Quand est-ce que la planche va craquer? Je n'en sais rien. Ça peut être très long. Ça peut être très long, très douloureux. Ça peut durer des décennies. Ça peut durer peut-être un siècle. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça travaille dans le sens du pourrissement et que ça va finir. Parce que pour une raison philosophique très simple, qui est que rien n'est éternel en ce monde. Rien. Donc même pas le néolibéralisme, même pas le régime électif. Et puis, il y a une autre raison, qui est qu'il y a une alternative qui pousse. C'est qu'on veut autre chose. Et ce qui pousse, ce qu'on voit de manière éruptive, pré-insurrectionnelle, par des poussées extrêmement spectaculaires, c'est une envie de démocratie, d'une véritable démocratie, où le peuple serait acteur de son destin et coproduirait la loi, coproduirait le savoir, coproduirait la connaissance. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant aujourd'hui. Donc, ça pousse dans le sens d'une décomposition accélérée de ces deux chapes de plomb. Mais la fin peut être très lente, très longue, et je ne la connais pas. Alors c'est vrai qu'en France, on a vécu, toutes les deux, comme tous les Français, notamment depuis 2016, une succession de poussées démocratiques depuis la contestation de la loi travail, en passant par les gilets jaunes, toute la question du pass sanitaire, et puis bien sûr la contestation très forte, très puissante, avec des millions de personnes dans la rue de la réforme des retraites. Il y a quand même une spécificité peut-être française à cet égard, Barbara, j'aimerais qu'on en discute, c'est qu'en France, on garde quand même une conflictualité sociale importante. On a un camp de gauche, quoi qu'on en pense, quelles que soient les critiques qu'on puisse lui adresser, qui reste assez puissant, en tout cas suffisamment puissant pour que le rouleau compresseur des médias du CAC 40 ne puisse pas complètement l'écraser, nier son existence, comme dans d'autres pays où c'est totalement groupusculaire. Comment est-ce que tu expliques ça historiquement déjà? Parce que, je le sais, pour t'écouter souvent, tu fais partie des philosophes qui accordent une place très importante à l'histoire. Oui, absolument. J'ai donné des éléments de réponse tout à l'heure. La France est le pays de la Révolution française.
c'est pendant la Révolution française que s'invente la différence entre la gauche et la droite. Ça n'existe pas avant la Révolution française. La gauche et la droite n'existent pas. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait au moment du débat sur le veto royal, dans le contexte de la monarchie constitutionnelle qui venait de s'imposer en France à la faveur de 1789. Il y avait encore un roi, les gens étaient encore pour la conservation du roi, on ne lui avait pas encore coupé la tête, et la monarchie n'était pas encore tombée, il n'y avait pas encore la République qui arrive le 21 septembre 1792. On est avant. Et le roi a encore un rôle, mais on discute sur son rôle, notamment sur son veto royal, qui a un rôle important. Et il y a des gens qui demandent si ce veto est suspensif, pas suspensif, etc. Il y a des débats très, très, très houleux. Et en fait, ceux qui s'asseyent à gauche du roi, ça va être la gauche. Ceux qui s'asseyent à côté de la droite du roi, ça va être la droite. Et petit à petit, la gauche à côté du roi va être la plus pro-révolutionnaire. Et la droite, ceux qui sont de l'autre côté du roi, vont petit à petit vouloir que la révolution s'arrête. Donc finalement, le parti de gauche, ça va être le parti qui veut que la révolution continue, parce qu'elle ne fait que commencer. Et la droite va être celle qui veut qu'on en finisse avec la révolution. Et va devenir petit à petit un parti contre-révolutionnaire. Ça va être la contre-révolution. Et ça, c'est très très puissant et c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'héritage sur la Révolution française, il continue à cliver le pays entre le parti de gauche et la droite. De manière pas tout à fait arithmétique, mais pas loin. On a des forces contre-révolutionnaires très puissantes en France. On a des Versaillais au pouvoir. On a des gens qui sont pour le retour du roi et de la monarchie. Emmanuel Macron avait dit « il manque un roi à la France », juste avant d'être élu. Et quand il utilise les symboles de la Révolution française, c'est du symbole royaux qu'il utilise. C'est-à-dire, il fait des banquets à Versailles, où il invite les têtes couronnées d'Europe, et où il se positionne lui-même en monarque. Donc on a vraiment des pulsions contre-révolutionnaires. Il s'est à un moment accoquiné avec un historien spécialiste, enfin un pseudo-historien de télé, spécialiste du patrimoine français, qui est absolument contre-révolutionnaire. C'est un Vendéen, je veux dire. Voilà, donc on a cette droite française moisie, extrêmement... Et il s'était recueilli à Saint-Denis avant son élection. Absolument. Donc on a une droite française moisie, contre-révolutionnaire, extrêmement réactionnaire et versaillaise, qui est encore très puissante. Et on a encore en France une gauche puissante dans le pays qui se réclame de l'héritage révolutionnaire, qui se réclame de la République de 1792, mais aussi de la Constitution des Amis de Robespierre de 1793, et donc de la République démocratique et sociale, et qui va reprendre tous les symboles de la Révolution française. Donc on est un pays parfaitement emblématique d'un point de vue historique. Or, il faut savoir, et vous le savez tous, que cette Révolution française, elle n'est pas française. Elle est européenne et mondiale. C'est-à-dire qu'elle va entraîner dans son sillage des dizaines et des dizaines de pays. Donc ce qui se joue en France est fondamental. Je pense que ça a un rôle emblématique pour tous les autres pays. Et quand la France est à l'arrêt, quand il y a des blocages, quand il y a des grandes grèves, type quasi grève générale, des manifestations monstres, tous les pays du monde nous regardent parce qu'il y a cet héritage historique extrêmement fort. Donc, ce que je crois, contrairement à l'historien libéral François Furet, que je combats de toutes mes forces, c'est que la Révolution française n'est pas terminée, qu'elle ne cesse de reprendre. Pour exemple, les Gilets jaunes, qui, lorsqu'ils ont surgi, au départ pour une affaire de voiture, parce que les contrôles techniques contre les voitures diesel, parce que les 80 km/h dans les campagnes, parce que la taxe carbone, la taxe injuste carbone. Au départ, c'était une affaire de voiture. Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, c'était une affaire de démocratie, de souveraineté populaire, de république, de bonnet phrygien, de guillotine en carton pour décapiter le roi Macron. Bref, on a eu toute l'imagerie de la Révolution française, y compris avec ses aspects les plus inquiétants. Je parle des petites guillotines en carton. Qu'on voit ressurgir dans toutes les manifestations maintenant. Et qu'on voit ressurgir encore en cette rentrée. Dans toutes les manifestations, effectivement. C'est-à-dire que vraiment, la Révolution française n'est pas terminée. Son ordre du jour, enfin, ses grands slogans sont toujours à l'ordre du jour. Et c'est ce qui explique la force de la gauche française, son dynamisme, sa puissance historique,
et le fait qu'elle se heurte à une droite tout aussi puissante et tout aussi acharnée dans sa contre-révolution. Alors, je le disais tout à l'heure en te présentant, tu tiens toujours à rappeler, Barbara, lorsque tu interviens publiquement chez nous en France, face à des figures de notre camp, hein, souvent, qui aussi actives soient-elles, peuvent en venir à désespérer complètement de la situation. Tu tiens toujours à rappeler que non, nous avons obtenu des victoires, même encore récemment, et que non, il n'y a pas de petite victoire, que c'est même un processus qui est en cours, qui prendra un peu de temps, mais qu'il est en chemin. Quel est ton bilan actuel, ta photographie actuelle du rapport de force en France entre le bloc bourgeois néolibéral et le camp de la démocratie, de la justice sociale, enfin, celui que tu défends? Ah, c'est une question vraiment très très difficile. D'abord, oui, effectivement, j'ai un principe que j'ai appris en militant. Je me suis mise à militer, moi, en 2008, suite à la réforme de l'université, la réforme néolibérale de l'université orchestrée par le fameux Nicolas Sarkozy. Ça nous ramène à Sarkozy. Décidément, qui avait décidé de détruire tout, notamment l'université, c'est-à-dire l'endroit où je travaillais, ce que j'ai assez mal pris, je dois dire. Et donc, j'en ai fait une affaire personnelle et je me suis mise à militer. Et le militant avec lequel j'étais engagée, à savoir Christophe Pébarth, rappelait souvent dans les assemblées générales un principe que je lui reprends. Il ne faut jamais insulter l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc, il ne faut pas confondre nos états d'âme mélancoliques, notre découragement, notre tristesse, notre fatigue démocratique, notre épuisement de militants avec le réel et encore moins avec l'avenir. Or, c'est ce qu'on fait très souvent. Dès qu'on est un peu attaqué, dès qu'on est un peu déprimé, on prend cet affect et on le projette non seulement dans la réalité présente, mais même on dit c'est l'avenir. Ce phénomène-là, qui est un phénomène de défense, pour ne pas être déçu, est un phénomène vraiment dont il faut se méfier. Donc l'avenir est radicalement ouvert. Personne n'avait vu venir les Gilets jaunes, personne n'avait vu venir mai 68, personne n'avait vu venir la Révolution française. Personne. À chaque fois, à ces périodes-là, on s'ennuyait, il ne se passait rien. Les dés étaient jetés et rien n'allait se passer, nous disait-on. Bon, à chaque fois, on a été très très surpris. Donc, et c'est ce que racontent les militants à l'étranger connus. On en parlait il y a quelques jours ensemble. Pablo Iglesias racontait ça, qu'à quelques jours du lancement du mouvement des places, il était totalement déprimé avec ses amis en disant « mais de toute façon, nous ne connaîtrons jamais un bouleversement dans le pays ». Donc les choses peuvent aller extrêmement vite, elles sont totalement imprévisibles et donc l'avenir est totalement ouvert. C'est ma conception philosophique de l'avenir. L'avenir, c'est ce dont on ne sait rien. Il est radicalement ouvert. On a certaines petites certitudes. Par exemple, quand on monte dans un avion, on a 99,99, etc. de chances que l'avion arrive à destination. Certes, mais historiquement, en socio-histoire, les choses peuvent aller extrêmement vite et les habitudes socio-historiques peuvent être pulvérisées très rapidement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir une vision cumulative du passé et du présent. C'est-à-dire que, au lieu d'engranger de manière atomique telle ou telle victoire, il faut l'inscrire dans une historicité. C'est-à-dire que quand on réussit quelque chose, ça vient se cumuler, il y a un processus cumulatif, avec toute une autre série de victoires qui précèdent. Et donc c'est ce qui permet d'inscrire, de donner une signification historique à ce qu'on est en train de faire, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement en train de vivre un moment exceptionnel, il s'inscrit dans des trajectoires historiques. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, quelle est ma photographie? Ma photographie, pas très très réjouissante, hein, c'est que globalement, le bloc bourgeois et l'extrême centre sont beaucoup plus puissants que nous. C'est clair. Ils ont avec eux l'armée, ils ont avec eux donc les armes, la violence, dite légitime de l'État. Ils ont... voilà. Mais par contre, ils n'ont plus avec eux le nombre. Ça, c'est nouveau. Ils ont les armes, ça c'est vrai. Et la police ne s'est pas encore retournée. On n'a pas de signe de retournement de la police, on n'a pas de signe de retournement de l'armée. On a des micro-signaux, mais vraiment qui valent rien. Par contre, ils n'ont plus le nombre avec eux. C'est-à-dire que même dans les sondages qui sont
commandés, fabriqués, produits par le bloc bourgeois, on a des chiffres effrayants pour eux. C'est-à-dire qu'il y a 80% des Français, par exemple, à un moment, qui étaient pour travailler moins tard, pour une retraite reculée. Il y a 80% des Français qui sont contre l'actuel Premier ministre. Il y a 80% des Français... Enfin, c'est des chiffres complètement hallucinants qui sont produits... Des chiffres historiques même. Complètement historiques et qui sont produits par le bloc bourgeois lui-même. Les chiffres sont tellement faramineux qu'ils sont obligés de laisser transpercer cette vérité qu'ils n'ont plus le nombre avec eux. Donc je ne parle même pas de majorité. Hein. La majorité, c'est 50,1 versus 49,9. Je parle du grand nombre, c'est-à-dire 75%, 80%, 70%. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Donc ça veut dire quoi? Pour le dire en termes gramsciens, puisqu'il est très à la mode, ça veut dire qu'il y a une crise de l'hégémonie culturelle du néolibéralisme et une crise de l'hégémonie culturelle du régime électif qui est très profonde. Et ça, c'est une opportunité pour nous. Alors, nous sommes aujourd'hui à Montréal, en Amérique du Nord. On s'inscrit évidemment aussi dans un contexte international. Hein. On n'est pas isolé en France. Il y a effectivement un nouveau régime aux États-Unis et des politiques de puissance qui sont en train de revenir en force à peu près partout à travers le monde et qui mettent sous pression d'ailleurs ces régimes néolibéraux européens décadents, tels que le nôtre, tels que le français. Avant toute chose, j'aimerais savoir comment tu définis justement politiquement ce nouveau régime impérial, trumpiste. Est-ce que le concept de fascisme, qui est souvent employé, qui a pu l'être ici au cours de la semaine par certains intervenants, te paraît opérant pour parler du nouveau pouvoir américain, ou est-ce qu'il est mal taillé selon toi ? Alors bon, c'est une question très difficile pour moi parce que je suis vraiment une très mauvaise spécialiste du fascisme. Ce que je dirais comme ça en tant que citoyenne, en n'ayant pas vraiment les outils conceptuels pour répondre à ta question, c'est que c'est un pouvoir fascisant. Oui, c'est un pouvoir fascisant. C'est une extrême droite fascisante. Ça, oui. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que le trumpisme n'est pas un néolibéralisme. Ce serait une erreur totale de confondre le trumpisme et le néolibéralisme. Le trumpisme, c'est un ultralibéralisme, ce qui n'est pas la même chose. C'est même, il y a un mot en philosophie politique encore plus précis pour désigner le trumpisme, c'est un libertarianisme. Donc, quelle est la différence entre les libertariens et les néolibéraux? Les libertariens sont pour détruire l'État. C'est-à-dire, c'est la tronçonneuse de Milley. On va tronçonner l'État, le détruire, pour qu'il ne reste plus qu'un tout petit État, un État minimal qui ne s'occupe que de la douane, de la police et de l'armée. C'est tout. Ça, c'est le libertarianisme. Tout le reste, c'est l'individu souverain, la propriété privée, tout est privé, tout est la chose du business, et l'État est complètement miniaturisé, minimaliste. Le néolibéralisme, c'est pas ça du tout. C'est une théorie dans laquelle l'État est invasif, il est énorme, il est tatillon, il entre dans tous les aspects de la vie humaine. Il va développer une politique de l'éducation, une politique culturelle, une politique sociale, une politique de la santé. Voilà, c'est l'État du Covid qu'on a vu. Hein. Un État monstrueux qui vient vous expliquer combien vous devez être à table, est-ce que vous devez écrire une auto-attestation, il vous explique tout. Voilà, il vous mène vraiment, il organise entièrement votre vie, quoi. Ça, c'est l'État néolibéral. Et il est victorieux en France avec le macronisme, il est victorieux en Europe avec l'Union européenne ordolibérale, qui avec cet État tentaculaire, normatif, qui nous mène, veut mener veut réglementer et régimenter tous les aspects de notre vie quotidienne. Et puis, il est victorieux aux États-Unis chez les démocrates, en particulier des gens comme Obama, par exemple, qui sont des néolibéraux pur jus. Michelle Obama, c'est vraiment une figure néolibérale. Elle vous explique
que vous êtes dans les quartiers noirs de Chicago, vous devez être une auto-entreprise de vous-même et vous allez vous en sortir par l'égalité des chances, etc. C'est la doctrine néolibérale par excellence. Donc, les néolibéraux, ils existent aux États-Unis. C'est la gauche démocrate, la pseudo-gauche démocrate, qui est en fait de droite, et qui est néolibérale. Le trumpisme, c'est pas donc un néolibéralisme. Le trumpisme s'en prend au néolibéralisme parce que les néolibéraux veulent que tout le monde s'adapte à la mondialisation du monde, à la mondialisation du marché. C'est pas du tout comme ça que Trump a gagné. Trump a gagné au contraire parce qu'il a incarné la réaction d'une partie du peuple américain contre la mondialisation. Donc c'est vraiment anti-néolibéral. Et c'est libertarianisme parce qu'il faut aussi s'en prendre à l'État. Par exemple, tout ce qu'il a fait, les grandes politiques de destruction qu'il a entreprises avec Elon Musk, qui a repris la tronçonneuse de Milley comme symbole. Donc voilà, c'est un ultralibéralisme, un libertarianisme fascisant. Et ce serait une erreur funeste de le confondre avec le néolibéralisme, puisqu'on se trompe d'adversaire, on ne comprend pas ses adversaires quand on fait ça. Alors néanmoins, cet événement politique, la réélection de Donald Trump en 2024 a mis du vent dans les voiles de toute une droite néolibérale, elle, à la différence de Trump européenne. Je pense à des gens comme Giorgia Meloni. Je voudrais qu'on s'arrête un petit moment sur l'exemple italien pour parler de l'état de l'Union européenne. Elle était, fin septembre, très récemment, invitée par le mouvement évidemment très à droite de Marion Maréchal Le Pen. Et elle a livré sa vision de ce que devait être la victoire totale de la droite en Europe. Elle a tracé les contours d'une stratégie qui vise à transformer de l'intérieur l'Union européenne en réorientant ses instances dans un sens extrêmement identitaire. Elle a eu des phrases très fortes. Elle a dit « Nous sommes partout dans le monde prêts à assumer la responsabilité gouvernementale ». Alors, je ne te demande pas de t'improviser spécialiste de la scène politique italienne, évidemment, mais au niveau de la politique fiction qui se rapproche dangereusement, est-ce qu'on n'a pas là un tableau finalement assez réaliste de ce que pourrait être l'Europe, une Europe antidémocratique, bon ça on l'a déjà, mais une Europe antidémocratique et fascisante. Si un pays comme la France devait basculer du côté de l'extrême droite, ce qui est possible, restons-en là, est-ce qu'une Union européenne comme ça, une espèce de bouture monstrueuse entre néolibéralisme et fascisme ne pourrait pas... Alors, tout à fait d'accord sur la possibilité d'un basculement vers une droite mélonienne, une extrême droite mélonienne partout en Europe, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. En revanche, je ne suis pas du tout sûre que Meloni soit néolibérale. Je pense qu'elle est beaucoup plus libertarienne, ultralibérale. Elle est assez proche de Jordan Bardella, par exemple, qui est un ultralibéral, et pas un néolibéral. D'ailleurs, Meloni, elle a gagné notamment à cause du Covid, la gestion italienne du Covid, qui était une gestion néolibérale complètement délirante, avec un État monstrueux, inquisiteur, invasif, tatillon, qui a mis en place le pass sanitaire et toutes ces choses. Et Meloni, de manière très opportune, était très critique contre cette gestion néolibérale du Covid. Et elle en a retiré les fruits. Elle a gagné derrière. Donc je ne pense pas qu'elle soit néolibérale. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de néolibéral dans la manière de gouverner de Meloni. Elle est quand même en affinité avec le fonctionnement actuel de l'Union européenne. Alors, c'est le seul argument, c'est qu'elle s'adapte de manière très... C'est l'élève modèle d'Ursula von der Leyen. Alors, elle s'adapte de manière très maligne, très habile à l'environnement UE, au lieu de lutter contre. Elle ne fait pas de l'équivalent du Frexit ou du Brexit. Elle fait, de ce point de vue-là, Marine Le Pen a fait la même chose, hein, c'est-à-dire qu'elle a commencé
à s'adapter à l'environnement UE au lieu de lutter contre. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est ordolibérale pour autant. Je pense que ce que tout ça montre, c'est la fin du néolibéralisme. Le trumpisme, le mélonisme, etc., c'est nouveau. Ce n'est pas le néolibéralisme. Le néolibéralisme, il est en train de finir. La victoire de Trump, c'est la fin du néolibéralisme. C'est la fin de l'adaptation à la mondialisation et toutes ces choses. Donc on est en train de passer à autre chose, je pense. On est en train de passer au pôle extrême droite en face du néolibéralisme, ultralibéral, et on est pris en tenaille entre ces deux géants qui s'affrontent, quoi. Alors, nous, en France, nous n'avons pas de Trump sous la main. Nous avons plutôt un Bardella, une espèce de clone d'Emmanuel Macron, version identitaire et sans les diplômes. Si la France devait basculer à l'extrême droite, ce qui peut arriver maintenant à tout moment, puisque on peut quand même avoir des doutes légitimes sur la possibilité pour le gouvernement actuel de se maintenir. Donc, à l'issue d'une nouvelle dissolution, voilà, l'extrême droite pourrait arriver à Matignon. Quelle forme cela prendrait selon toi ? Cette forme-là, c'est-à-dire un ultralibéralisme anti-néolibéral. Donc là, la ligne sociale, pseudo-sociale de Marine Le Pen est en perdition, est en crise. Il faut savoir qu'il y a une lutte à l'intérieur du Rassemblement national entre la ligne de Philippot, qui aujourd'hui n'y est plus, il est aux Patriotes, qui est la ligne dite sociale, et une ligne ultralibérale extrêmement droitière sur le plan économique et social qui est incarnée par Bardella. Mais c'est Bardella qui est en train de gagner, du fait notamment des déboires juridiques de Marine Le Pen. C'est Bardella qui est en train de l'emporter, de ce que j'en comprends. Donc c'est un ultralibéralisme, un libertarianisme extrêmement droitier, d'extrême droite qui est en train de l'emporter, et qui est l'alternative sérieuse et solide au néolibéralisme macroniste. Donc, en toute logique, le prochain, c'est Bardella, ou l'équivalent. Mais Macron a tout intérêt à ça. C'est pour ça qu'il le voulait comme Premier ministre. Parce que quand il a ça en face, ça justifie qu'on vote pour lui. Pour éviter l'ultralibéralisme fascisant, voter pour les néolibéraux macronistes. Donc, ils marchent ensemble. Ils sont complices, en fait. Ils sont complémentaires. C'est les meilleurs ennemis. C'est des faux ennemis, en fait, fondamentalement. Il y a une alternance qui se joue entre les deux, et sa grande idée, c'est que l'extrême droite bardélienne arrive au pouvoir, et comme ça, les gens voteront pour moi derrière, ou pour mon clone. Voilà. Je pense que c'est ça qui se passe, fondamentalement. Alors, on sait que le néolibéralisme pourrissant, que tu décris depuis le début de cet entretien, a beaucoup de stratégies, de ruses pour paralyser nos imaginaires. Et tu viens de décrire la stratégie de Macron, et se rendre indispensable en quelque sorte dans les esprits, et décourager nos énergies politiques, nos énergies militantes. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce point-là et qu'on parle un petit peu de ton expérience personnelle, parce que je pense que c'est toujours intéressant d'expliquer aux gens, de savoir ce qu'il en coûte aujourd'hui, en France par exemple, de s'engager lorsqu'on est une figure connue, de prendre des positions sur le Covid qui ne sont pas dans la ligne gouvernementale, de participer, ne serait-ce que de participer à des événements à l'invitation du premier parti de gauche français, quelles que soient les critiques qu'on puisse avoir à son sujet. C'est quoi le prix à payer de tout ça aujourd'hui en France ? Là où c'est le plus spectaculaire, c'est sur la question des médias. J'ai été surmédiatisée. Pour mon premier livre, Il faut s'adapter. J'ai bénéficié d'une médiatisation absolument incroyable. J'ai été médiatisée par des médias de droite, du centre,
de gauche, tous azimuts. Alors pourquoi? Parce que ce livre, de manière complètement opportune, est sorti pendant la crise des Gilets jaunes. Et l'essentiel des journalistes... Coïncidence totale. Coïncidence totale. Parce que tu travaillais dessus depuis... Voilà, moi je travaillais sur ce livre depuis 10 ans. Et quand il est sorti, les journalistes ont eu l'impression que c'était un livre sur les Gilets jaunes et sur Macron. Et donc le face-à-face que je décrivais entre Walter Lippmann, le néolibéral, le bad guy, le bad cop du livre, et John Dewey, le good guy du livre, c'était finalement... John Dewey était censé être le philosophe des Gilets jaunes, et Macron était censé... Walter Lippmann était censé être l'éminence grise de Macron. Donc les journalistes ont énormément aimé cet ouvrage, qui normalement aurait dû se vendre à 3000 exemplaires, et puis on aurait été très contents. C'était un ouvrage savant. C'était un ouvrage académique, quand même 300 pages serrées. On en aurait vendu 3000, on aurait été ravis, mais on en a vendu 10 fois plus, 30 000, parce qu'il y a eu une surmédiatisation du livre et un très très grand écho auprès des lecteurs et des libraires. Donc je me suis retrouvée propulsée dans une médiatisation intense. Et puis j'ai fait d'autres livres qui ont énormément marché aussi, qui ont même encore plus. Des tracts. Par exemple, le tract de la démocratie en pandémie s'est vendu à 100 000 exemplaires. Puis d'autres livres se sont vendus à 20 000 exemplaires, 15 000 exemplaires, c'est des chiffres assez énormes. Sauf que la médiatisation s'est arrêtée d'un coup. Non pas parce que je vendais plus, puisque je vendais, mais parce qu'il s'agissait de me retirer le micro le plus vite possible. Et donc je me suis retrouvée invitée à la télé, désinvitée le soir même, invitée à la radio, désinvitée la veille. Quand on me commandait des textes pour des très grands magazines, on ne me les prenait pas. Donc de la censure, vraiment, de la censure. Pourquoi? Alors pas parce que j'avais soutenu les Gilets jaunes, ça ils avaient bien aimé. Je ne sais pas pourquoi. Ça leur a posteriori, post-festum, parce que... Bah, sur le moment, ils avaient bien aimé que je soutienne les Gilets jaunes. Ça m'a valu aucune censure. Au contraire. J'ai même été invitée à la télévision pour rendre hommage aux Gilets jaunes. C'est ce soir, ou je ne sais quoi, c'est politique, je ne sais pas quoi. C'est ce soir, ils m'avaient fait une grande émission. Donc vraiment, aucun problème. Je n'ai rien payé là pour les Gilets jaunes. J'ai commencé à payer pour le Covid. J'ai fait une émission sur France Inter où j'ai expliqué tous les délires du gouvernement sur les masques, les trucs absolument délirants qui faisaient rire les laboratoires scientifiques. Les gens riaient à gorge déployée tellement c'était ridicule, les pseudo-lois scientifiques énoncées par le gouvernement. Et ça, ils n'ont pas supporté. Là, vraiment, je me souviens, c'était physique dans le studio, c'était Ali Badou. Il s'est figé, il s'est dit, non, c'est pas possible. Moi, je parlais derrière mon masque, là. Il s'est dit, c'est effrayant. Donc après, il n'arrêtait pas de recouvrir tout ce que je disais de paroles pour pas qu'on m'entende. Et ils ne m'ont plus jamais invité. Enfin si, j'ai eu une émission sur France Inter, miraculeusement, qui a eu lieu avec Patricia Martin, une super journaliste d'ailleurs, l'heure philo. Et puis voilà, et après ça a été terminé. Donc je suis passée de 100 émissions par an à 2 émissions en 3 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire dans les médias français? Sur le Covid, on n'avait pas le droit de dire que c'était une manipulation douce des masses, qui nous racontait strictement n'importe quoi, ou presque. Il fallait suivre la ligne. Le chef de guerre, on était en guerre, il fallait obéir au chef de guerre, Emmanuel Macron, meilleur épidémiologiste français. Donc voilà, moi j'ai essayé d'expliquer que non, que les gens qui faisaient la politique du Covid, c'était McKinsey et la BVA Nudge Unit. Donc des gens qui n'avaient aucune notion ni d'épidémiologie ni de médecine, mais qui avaient des notions de sondage et de nudging. Rappelle en un mot ce que c'est que le nudging. Alors le nudging, c'est des techniques de manipulation douce des populations pour leur bien. C'est-à-dire l'idée, c'est que les populations sont remplies de biais cognitifs, elles agissent mal, elles font le mal, elles polluent la planète, elles mangent des aliments qui les rendent obèses, elles font n'importe quoi, parce qu'elles ont des biais. Parce que leur cerveau date de la préhistoire et qu'il était très bien adapté au moment des régimes des chasseurs-cueilleurs et que dans un monde urbanisé et complexe,
ce cerveau est inadapté. Donc, il faut réadapter les populations par des experts en ingénierie sociale qui orientent les populations dans la bonne direction, par du nudging, par des petits émoticônes ou autres. Voilà. Alors, un exemple de nudging, c'est l'auto-attestation. Je m'autorise à sortir de telle heure à telle heure pendant le Covid. Ça, c'est du nudging. Parce qu'en fait, c'était complètement bidon. D'un point de vue juridique, ça n'avait strictement aucune valeur. Et on nous a fait croire que c'était la loi. Alors que non, pas du tout. On ne peut pas mettre ça dans la loi. Enfin, c'est délirant. Il y a quand même un état de droit en France, donc on ne peut pas enfermer les gens comme ça par un décret présidentiel. C'est pas possible, en fait. Donc, c'est la BVA Nudge Unit qui a fabriqué ces petits outils de nudging. Et c'est le cabinet McKinsey qui a vendu, par exemple, le fameux Green Pass, le pass sanitaire qui n'avait aucune valeur d'un point de vue épidémiologique. C'était même une catastrophe puisque les gens qui étaient sous pass sanitaire se jetaient les uns sur les autres et se refilaient le Covid allègrement, ce qui a créé des clusters de Covid, ce qui n'est quand même pas une très bonne idée. Donc, voilà, donc tout ça a été dépourvu de toute science, de toute scientificité, dépourvu de toute expertise scientifique, et organisé par des gens spécialistes en ingénierie sociale et en manipulation des masses. Dénoncer ça, dire ça, si vous voulez, ça m'a valu une énorme censure. Et puis le deuxième péché capital que j'ai commis, après avoir osé critiquer le chef de guerre pendant la crise Covid, le deuxième péché capital que j'ai commis, c'est que j'ai soutenu, comme ça, parce que ça me paraissait évident, c'était la seule alternative politique, j'ai soutenu Jean-Luc Mélenchon. Alors ça, en France, si vous voulez, vous faites un truc pareil, vous êtes absolument infréquentable. C'est le diable, c'est Satan. C'est le nouveau Satan. Donc voilà, c'est pour ces deux raisons que je subis une censure médiatique assez redoutable. Mais qui n'a aucun impact sur mes ventes de livres, puisque les gens connaissent mon travail, suivent mes vidéos, je vais dans des médias alternatifs comme QG, j'ai beaucoup d'audience, et donc finalement je m'en fiche un peu, à vrai dire, de plus aller dans les médias officiels. S'ils m'invitent, j'y vais, mais si je ne m'invite pas, écoutez, ça me fait des vacances. Voilà. Est-ce qu'on peut se passer d'eux? Oui, je pense, oui. Par les librairies, par les médias alternatifs, par les réseaux sociaux. Moi, je suis très active sur Twitter, X. Voilà, il y a des moyens de médiatisation alternatifs aux grandes chaînes de radio, de télé et aux grands journaux et aux grands magazines. C'est ce que rappelait cette semaine même, lors de notre première intervention ici à l'Université de Montréal, le journaliste canadien Stéphane Bureau, qui considère que l'élection de Donald Trump est la preuve qu'on peut désormais être élu contre l'ensemble des médias. Enfin, et grâce aux réseaux alternatifs, aux chaînes YouTube, voilà. C'est très juste. Aux indépendants. C'est très juste. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. C'est pas, je veux dire, les réseaux sociaux, je reprends un mot de mon père, Bernard Stiegler, philosophe spécialiste des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les réseaux sociaux sont des pharmacas. C'est-à-dire en grec, c'est ce qui a donné le mot pharmacie, ce qui a donné pharmacologie. Ce sont des choses qui peuvent à la fois nous servir de remède pour nous socialiser, pour échanger entre nous, pour échanger sur nos problèmes, pour construire ensemble des solutions. Donc ça peut être vraiment un remède démocratique, profondément démocratique, comme ça peut devenir un poison, un produit toxique, comme n'importe quel médicament, qui est un pharmacone. Un remède et à mauvaise dose, un poison. Donc je pense qu'il faut arrêter de diaboliser les réseaux sociaux. D'ailleurs, ceux qui diabolisent les réseaux sociaux, c'est les médias dominants, c'est l'élite dominante qui vous explique toujours que le bon peuple ne doit pas toucher les réseaux sociaux parce que c'est très mal, mais qui eux-mêmes font ça en tweetant. Donc ils veulent utiliser les réseaux sociaux pour eux, mais ils ne voudraient pas que le bon peuple y aille parce que c'est le caniveau dangereux dans lequel on va, c'est dangereux pour les petits-enfants en gros. Hein. C'est quand même ça le discours. Moi j'ai un autre discours sur les réseaux sociaux, beaucoup plus nuancé, et j'en ai un certain usage. J'ai décidé d'en développer un certain usage pour apprendre ce que c'est de l'intérieur. Bon, c'est depuis peu, hein, je suis sur Twitter depuis 2 ans.
J'ai mis des années avant d'aller sur les réseaux sociaux. Mais je me rends compte que c'est potentiellement émancipateur, effectivement. Alors, c'est le titre de notre conférence et on a commencé à parler de ça. Il y a toujours une alternative en politique. Il n'y a pas seulement le néolibéralisme d'un côté et le fascisme de l'autre, rappelais-tu en début d'entretien. Il y a la démocratie, il y a l'hypothèse démocratique. Alors toi, qui es une fervente défenseuse de cette exigence, on te fait souvent la même objection lorsque tu interviens. On te dit toujours, oui, certes, c'est une très très belle idée, c'est ce qui devrait être mis en place, mais ce n'est pas possible dans des grands corps collectifs, c'est totalement inenvisageable. Par ailleurs, toi-même, tu l'as dit aussi au cours de cet entretien, tu reconnais qu'en France, nous n'avons jamais été finalement dans une véritable démocratie et on l'est encore moins que jamais. Alors pourquoi est-ce que, selon toi, ça reste possible malgré tout? Pourquoi est-ce que cela reste le cap? Et quels sont les exemples de démocratie vraiment vécue qui te permet de maintenir la fidélité à cette idée? Merci beaucoup pour cette question. Alors effectivement, pour moi, la démocratie est une hypothèse. C'est une hypothèse, c'est pas une certitude. C'est une hypothèse de travail que j'aimerais connaître de mon vivant, que je ne connais toujours pas, mais que j'aimerais connaître de mon vivant. Après, ce n'est pas une hypothèse purement théorique parce qu'il y a un précédent socio-historique très, 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 très fort. Et donc, je travaille sur cette hypothèse depuis ce que j'appelle la socio-histoire. Une histoire qui est aussi une histoire sociale. Cette hypothèse, elle a été une réalité à plusieurs moments de l'histoire. Alors, je ne pourrais pas te citer toutes les communautés qui fonctionnent de manière démocratique encore aujourd'hui, au Chiapas, ou je ne sais où, parce que je connais mal. Je suis très mal formée en anthropologie, donc il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait donner. Mais moi, je vais rester sur notre héritage historique à nous, celui de la France notamment. Pendant la Révolution française, une expérimentation démocratique se met en place, réellement. C'est-à-dire que le pays se met à s'assembler. Tout le pays, toutes les parties du peuple, aristocrates, bourgeois, paysans, se mettent à s'assembler et à délibérer sur leur avenir politique. Et ça, c'est une expérience démocratique très forte, qui va se jouer au niveau des communes, au niveau des départements, au niveau de l'État-nation. Et il va y avoir une tension entre une démocratie directe, celle prônée par la sans-culotterie, les sans-culottes, et les représentants avec des mandats qui ne sont pas impératifs, qui sont des mandats justement pas impératifs, c'est-à-dire que les élus font un peu ce qu'ils veulent, et c'est l'Assemblée nationale. Et il va y avoir une tension permanente entre la sans-culotterie et les représentants, et l'idée donc qu'il faudrait leur imposer des mandats impératifs. Tout ça, c'est des thèmes démocratiques. Et ces thèmes démocratiques, ils ne tombent pas de nulle part, ils ne tombent pas de la lune. C'est la réactivation de l'idée grecque, de l'idée athénienne de démocratie. Ils reprennent le mot de démocratie aux Athéniens. Et les Athéniens, c'est un autre précédent historique réel de démocratie, où on a toute une cité qui s'assemble pendant 2 siècles pour délibérer et décider de son destin. C'est une réalité, ça a eu lieu. Alors on dit souvent, oui, mais c'était des bourgeois, les esclaves travaillaient pour eux, et eux, ils étaient en toge, ils mangeaient des olives, et ils devisaient sur l'avenir d'Athènes, parce que les esclaves travaillaient pour eux. C'est complètement faux. Ça, c'est ce qu'on appelle la représentation à la fin du XIXe siècle de l'Athènes bourgeoise, qui est une représentation complètement cliché, qui correspond à rien de réel. La réalité des citoyens athéniens, c'est que l'immense majorité d'entre eux étaient des travailleurs qu'on qualifierait aujourd'hui de pauvres. C'était des laboureurs, c'était des artisans, c'était des mâles, plus de 25 ans. Donc on avait 24 ans, on n'était pas citoyen. On était une femme, on n'était pas citoyen. On était esclave, on n'était pas citoyen. Donc le corps électoral était relativement restreint, certes, mais il comportait tous les travailleurs modestes d'Athènes.
à l'expulsion des esclaves. Et ces travailleurs travaillaient donc la terre, la poterie, la céramique, le bois, le fer, et travaillaient sur les questions politiques d'Athènes et décidaient sur des questions extrêmement complexes. La guerre, l'inflation, les prix des denrées, les épidémies. Exactement la triade Ukraine, Covid, inflation. Gilets jaunes, taxes. Voilà, je veux dire, on croit que c'est des problèmes tellement complexes que la démocratie ne peut pas faire face à ça. Mais eux, ils l'affrontaient démocratiquement, c'est-à-dire qu'il y avait des délibérations sur la colline sacrée de la Pnyx, tous les 10 jours, pendant des heures et des heures. Un extrait du démos, 6 à 10 000 personnes, tous les membres du démos pouvaient venir. Ils étaient rémunérés pour venir, pour que justement les travailleurs pauvres puissent venir, et ils délibéraient pendant des heures. Ils écoutaient des gens qui prenaient telle ou telle loi, ils écoutaient telle autre, ils prenaient la parole. N'importe qui pouvait prendre la parole et proposer une loi, et ils mettaient tout ça en délibération référendaire sur la colline de la Pnyx. Et c'est comme ça qu'ils faisaient les lois, pendant 2 siècles. Donc c'est possible. Or, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont affronté? Ils ont affronté non seulement des problèmes extrêmement complexes, mais ils ont affronté la question du grand nombre. Puisque Athènes était un territoire immense. C'était un territoire immense qui comptait 400 000 personnes, jusqu'à 400 000 personnes. Enfants, femmes, esclaves, métèques, citoyens. Il fallait administrer 400 000 personnes. C'est considérable. Et le corps des citoyens pouvait aller jusqu'à 100 000 personnes. Comment on fait pour discuter à 100 000? C'est impossible. On ne peut pas avoir une discussion à 100 000 personnes. Donc, ils ont déjà réglé le problème du grand nombre en disant la seule solution, c'est qu'on ait un collectif délibérant qui soit aussi un grand nombre, mais où on puisse avoir une discussion. Et c'est la taille de la colline de la Pnyx. 6 à 10 000 personnes. On a une esplanade aménageable avec un pupitre pour prendre la parole, avec plus ou moins des gradins, et on peut être entre 6 et 10 000, exactement comme au théâtre tragique et comique. C'est la même configuration. Et donc, à 6 ou 10 000, on peut se former au théâtre, à la démocratie. À 6 ou 10 000, on peut avoir une délibération démocratique. Et on a ce collectif délibérant qui représente la totalité du démos. C'est un extrait du démos qui représente le démos. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de faire ça? Rien. Absolument rien. On pourrait tout à fait discuter à l'échelle des départements, à 5 ou 10 000. On a des moyens en plus numériques pour voter, pour délibérer, pour s'échanger des informations. Le territoire est beaucoup plus petit puisque maintenant on a des moyens de transport pour aller à l'autre bout du territoire, on peut y être beaucoup plus vite, etc. Donc les choses sont beaucoup moins difficiles. Et on pourrait très bien donc avoir des PNIX délibératives, des PNICA, pour dire les choses en grec, dans tous les départements, qui pourraient se coordonner entre elles par des porte-paroles qui auraient des mandats impératifs, qui pourraient ensuite aller au niveau de l'échelle nationale. On pourrait faire des systèmes rotatifs, ça serait une fois Paris, une fois Lyon, une fois Bordeaux, une fois Marseille. Enfin, je cite Bordeaux parce que j'habite là-bas, mais voilà. Et puis on pourrait revenir vers l'échelle des départements. Enfin bref, c'est tout à fait possible. Mais le problème, c'est que la plupart des gens d'entre nous n'y croient pas. Parce qu'ils pensent que face à des problèmes complexes, il faut un grand homme, un homme fort, avec une poigne, qui décide et qui décide vite et tout seul, ou avec quelques conseillers. Voilà, beaucoup de gens de notre classe sociale, de la petite bourgeoisie intellectuelle, ne sont pas démocrates. Considèrent qu'une oligarchie, c'est beaucoup mieux. Une expertocratie, une oligarchie. Et que les quelques-uns sont diplômés, etc., sont plus à même de mener le peuple dans la bonne direction, puisque le peuple est con et ne comprend rien. J'ai entendu dire ça à Montréal lors des entretiens récents. La bêtise du peuple. C'était de l'humour. Ouais, c'était peut-être de l'humour, mais c'est quand même un préjugé extrêmement fort dans notre classe sociale. Donc, voilà, ces gens se disent démocrates. Jusqu'à quel point ils sont démocrates?
Moi, je me pose la question. Peut-être que la démocratie est une utopie complètement folle, mais à ce moment-là, n'appelons pas ça démocratie. Appelons ça régime électif. On ne peut pas appeler ça démocratie. Ce n'est pas le démos, peuple, qui a le kratos dans le système où c'est quelques-uns qui gouvernent. C'est une oligarchie libérale, si vous voulez, ou une plutocratie où les plus riches gouvernent pour l'intérêt des plus riches, encore plus assurément. Mais ce n'est pas une démocratie, donc il faut arrêter d'appeler ça démocratie. Et j'en ai un peu marre de cette... vraiment, ça m'irrite, de cet usage du mot démocratie qui est si malmené et qui est utilisé avec tant de mauvaise foi. Donc moi, je demande plus d'honnêteté sur le mot. Et confondu avec d'autres notions. Voilà, c'est ça. L'état de droit. Avec l'oligarchie, avec l'état de droit, avec la plutocratie, c'est confondu avec vraiment d'autres notions. Et donc moi, je demande qu'on prenne le mot au sérieux. Et une fois qu'on l'a pris au sérieux, qu'on se dise, après tout, pourquoi ce ne serait pas une alternative possible? Et avant de dire que ce n'est pas possible, pourquoi on n'essaierait pas? Alors, tu y as fait allusion tout à l'heure, tu participes toi-même à des actions, à des assemblées, parfois même à des actions de blocage, qui sont en réalité des actions de déblocage, et peut-être bientôt à des actions de désobéissance civile. Ça, je te laisserai commenter éventuellement ce point. Qu'est-ce que ces pratiques que tu as découvertes sous le quinquennat Sarkozy t'ont apporté et t'apportent, je pense, à un rythme accéléré d'ailleurs, parce qu'il me semble que depuis les Gilets jaunes, tu t'investis sur le terrain encore bien plus que par le passé. Alors c'est énorme ce que ça m'apporte, parce que j'ai la conviction qu'on ne peut pas faire de philosophie politique dans sa chambre. C'est pas une pratique qu'on peut faire en chambre. Enfin, il y a des moments où on est dans sa chambre ou dans son bureau, évidemment, pour écrire seul, tranquillement. Mais pour faire de la philosophie politique, il faut être affecté politiquement et il faut être dans la tourmente politique. Il faut y être. Il faut y être physiquement, dans la socio-histoire. Et il faut être affecté, et c'est ça qui nous fait penser. Moi, je crois beaucoup à ce que disait Gilles Deleuze. Il faut articuler les affects et les concepts, il faut articuler les percepts et les concepts. C'est comme ça qu'on pense. Donc, un philosophe politique qui regarde tout de haut, en lisant le journal Le Monde, et en écoutant France Culture, et en se demandant du haut de sa chair, et en regardant comme ça en bas, si ce bon peuple qui est en train de faire ceci ou cela s'est pas trompé, je pense qu'il n'a rien compris. Je pense que c'est en faisant, en allant dans les mouvements, en allant sur les ronds-points des Gilets jaunes, par exemple, en allant dans les manifestations, dans les assemblées générales, qu'on peut juger de la force ou de la faiblesse de ces mouvements. Et chez moi, ça a produit une politisation à la fois philosophique et une politisation extrêmement rapide, où j'ai basculé, par exemple, pour te donner un exemple, en 2008, j'avais un ethos typiquement philosophique par rapport à la démocratie, c'est-à-dire que je la méprisais. Je méprisais la démocratie. Je n'y croyais pas, et comme Platon, je considérais que c'était le règne de la foule. Voilà, ce qui est quand même l'éthos philosophique de base. Et l'antichambre de dictature. Et l'antichambre de la tyrannie. Enfin voilà, j'avais une vision extrêmement sceptique. Je pensais qu'on n'était pas en démocratie et que la démocratie, ce n'était pas possible. Et je regardais ça de très haut. Quand je me suis mobilisée pour défendre l'université, j'ai découvert que l'université pouvait fonctionner comme une petite démocratie. Que c'était même dans la loi, la loi de 69, que l'université fonctionnait comme une petite cité où il y avait une assemblée, une sorte de PNIX qui délibérait, qui prenait des décisions sur son destin, etc. Et là, j'ai vu qu'on allait abîmer ça définitivement avec la loi de Sarkozy sur l'université. On allait transformer la démocratie universitaire en une espèce grande entreprise gouvernée d'une main de fer par des patrons, sur le modèle de l'entreprise. Et là, je me suis prise d'amour rapidement pour la démocratie, et je suis devenue démocrate en quelques jours. D'un seul coup, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'est en la pratiquant, la démocratie, que je suis devenue démocrate. En la pratiquant dans les AG. Alors, c'est pas facile, hein.
ça fait 2 minutes, il y a des petits moulins pour pas applaudir, il y a plein de règles, c'est assez pénible. C'est assez fatigant, donc je fais une pièce de théâtre pour me moquer un peu de tout ça, pour expliquer la fatigue démocratique des militants. Donc c'est pas très facile, mais c'est extrêmement attachant et extrêmement intéressant. Voilà, et de la même manière, je me suis à nouveau, mon attachement à la démocratie n'a fait que croître quand je me suis engagée auprès des Gilets jaunes et que j'ai mis moi-même un gilet jaune. Voilà, c'est ça qui se produit à chaque fois. C'est une politisation accrue et ça nourrit ma pensée politique. Peut-être une dernière question avant de passer la parole à la salle. Bernard Friot dit que pour ce qui est du communisme, tu vas voir l'analogie, il y a des bouts, des portions de communisme existants dans la société telle qu'elle fonctionne déjà. On prend toujours, bien sûr, l'exemple de la sécurité sociale, etc. Est-ce que tu dirais que dans le fonctionnement actuel non démocratique de nos régimes, il y a quand même des expériences démocratiques véritables sur lesquelles on peut s'arc-bouter, sur lesquelles on peut arriver à fonder justement ce que tu décris, cette espèce de conversion en fait à l'idée, à l'hypothèse démocratique elle-même. Est-ce qu'il y a, par exemple, je ne sais pas, des moments dont tu te souviens que tu as vécu en ce sens? Alors je te remercie, c'est vraiment une excellente question pour finir, la dernière. C'est une très très belle question et c'est devenu la question du livre que j'écris actuellement sur démocratie et révolution. Est-ce que à l'intérieur d'un système non démocratique, il y a des petits îlots de démocratisation? Et est-ce que la démocratie arrive à petits pas par ces petits îlots de démocratisation, par exemple une mairie, une université, une classe à l'école, voilà, par petits pas? Ou est-ce que quand on bascule dans la démocratie, c'est d'un seul coup toutes les normes de la cité du pays qui se transforment? Est-ce que on bascule dans la démocratie par une révolution ou est-ce que ça se fait par petits pas sur le mode graduel de la réforme? C'est vraiment ça ta question. Enfin, ça peut être le sens de ta question. Et je me la pose vraiment. C'est la problématique de mon livre. Et j'aurais tendance à répondre que la démocratie suppose un basculement révolutionnaire. Pourquoi? Parce que je vais, pour essayer de te le démontrer, je vais contester la notion de démocratie locale et de démocratie participative. La démocratie à petite échelle me convainc pas du tout. C'est-à-dire l'idée que les habitants de Bordeaux ou de Lyon pourraient délibérer démocratiquement sur leurs petits problèmes, c'est-à-dire la couleur des poubelles ou la taille des trottoirs, pour moi, c'est une trahison de la démocratie. Parce que quand on est en démocratie, les citoyens ne délibèrent pas sur la taille des trottoirs ou la couleur des poubelles, ils peuvent le faire, mais ils délibèrent sur le nucléaire et la guerre en Ukraine et Gaza. C'est-à-dire qu'ils délibèrent sur les grandes questions. Ils délibèrent sur le Covid. Ils délibèrent sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette épidémie. Ils délibèrent sur les grandes questions de la cité et pas sur des petites questions locales. Donc, on a un basculement révolutionnaire parce qu'en fait, quand on entre en démocratie, on se met à discuter du tout. On se met à considérer que le peuple décide de tout, de la totalité. Et c'est révolutionnaire. Et des expériences comme ça, j'en ai eu. Et c'est des expériences socio-historiques de poussée insurrectionnelle démocratique. Au moment des Gilets jaunes, sur les ronds-points, des agoras ont commencé à se constituer. Et les Gilets jaunes ne délibéraient pas sur leurs petits problèmes locaux. Ils délibéraient sur le destin révolutionnaire de la France. Et ça, c'était des moments démocratiques. Mais profondément révolutionnaires. Et pas graduels, réformistes et locaux. C'est comme ça que je répondrai. Merci beaucoup, Barbara. Merci.